Représente un tiers à peine du site qui était au Palais d'Orsay. Il fallait donc trouver une idée pour stocker la même quantité de papier sur une surface au sol réduite. Et bien, tenez-vous bien, derrière cette façade, vous allez visiter, vous allez pouvoir admirer, au moins en tout cas, le premier gratte-ciel parisien. Vous avez là derrière un bâtiment de 10 étages, messieurs, dames. 10 étages. Et vous me direz qu'est-ce que vous pensez de ce gratte-ciel à l'américaine. Ok. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne visite. Et puis peut-être à tout à l'heure alors. Ok. Demain sera un grand jour pour vous, mais également pour la cour. Désirez-vous que je vous décrive le déroulement de la prestation de serment? Je vous écoute, c'est pour moi une façon de répéter. Eh bien, la prestation de serment se déroule de la manière suivante. Elle prend place durant une audience solennelle, en présence du premier président, du procureur général, des magistrats et de vos pairs. Tout d'abord, la parole est donnée au secrétaire général qui va lire le procès-verbal de l'audience précédente. Puis, la parole est donnée au premier président. Et enfin, la parole est donnée au procureur général qui, dans sa requête, va faire appeler les nouveaux magistrats afin qu'ils soient nommés. Oui, nous devons patienter à l'extérieur de la grande chambre, puis le président nomme 2 magistrats qui viendront nous chercher. Exactement. Ces 2 magistrats sont le plus gradé et le plus ancien dans ses fonctions et le plus jeune. Ils vont vous amener devant la cour afin que vous prêtiez serment. Mais en premier lieu, vous ne devrez pas oublier de saluer les magistrats et vos pairs. À gauche, à droite et derrière. C'est cela? Exactement. Et ceux-ci vous répondront de la manière suivante. En se levant à moitié. Comme ceci. Le président vous lira le serment auquel vous devrez répondre « Je le jure ». Et puis nous devrons saluer de nouveau. Exactement. Et vous serez ensuite envoyé à vos places dans la cour et la séance sera levée. Le serment en lui-même, pouvez-vous m'en dire plus? Bien entendu. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de religieusement garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Alors il faut bien entendu comprendre le terme religieusement dans son sens latin, c'est-à-dire scrupuleusement. J'espère que je vous dérange pas, je suis venu vous porter le journal. Bonjour Félix, merci pour le journal. Je devine que les critiques continuent de fuser. Bon, on va dire les nouvelles sont bonnes, monsieur. J'imagine que l'inauguration en grande pompe du bâtiment aura provoqué ce retournement dans la presse et permis enfin au grand public de reconnaître la qualité du travaux de Constant Moyeux. C'est malheureux qu'il n'ait pu connaître ce jour. Ah, écoutez, monsieur l'architecte, la tour qu'a réalisée votre prédécesseur, monsieur Moyau, est quand même des plus nouvelles. Ce qui explique qu'elle a provoqué les critiques des journalistes et surtout l'inquiétude des Parisiens. Vous comprenez? Un immeuble comme à Chicago en plein Paris. Justement Félix, c'est là qu'on prend toute l'ampleur de sa réalisation. La tour Chicago réalisée par Constant Moyeux est à la fois une avancée technique, mais elle est également parfaitement conçue pour remplir son rôle, à savoir optimiser l'espace pour le stockage, la conservation et la consultation des archives de la Cour des comptes. Tout a été pensé en ce sens.
En tout cas, je vous avoue, monsieur l'architecte, que cette tour qui s'élance vers le ciel, c'est tout de même impressionnant. Et à l'intérieur, toutes ces galeries, avec ces niches, avec ces étagères, vous savez quoi? La tour fut Nous, on achevée croirait dans dès une ruche. 1911. Elle mesure 30 mètres de haut et comporte 12 étages, dont 2 sont sous terre. La hauteur des salles de magasin a été limitée à 2,20 mètres pour permettre aux gens l'accès au casier sans avoir recours à une échelle. Là, je dois vous avouer, monsieur l'architecte, que pour nous, c'est bien pratique, ça nous évite de nous casser le dos. Que moi, je dors beaucoup mieux depuis que je sais que tous ces papiers sont dans un lieu sûr. Bon, sur ce, je dois vous laisser parce qu'avec toutes ces liasses qui arrivent tous les jours, j'ai beaucoup de travail. Mais je vous verrai demain, je viendrai vous porter le journal. Au revoir, monsieur Gadet. Au revoir Félix, bonne journée. La conclusion qui s'impose, c'est que l'indépendance de la Cour est ce qui prime. Sans elle, nous ne pourrions pas avoir l'objectivité nécessaire à notre travail. Mais, d'un terme plus pratique, permettez-moi, Louis Marie, de vous soumettre une petite énigme, qui, je suis sûr, cache une certaine vérité sur le quotidien de notre travail. Je vous écoute, Maximilien. J'avoue être passionné par les énigmes. Eh bien, en voici l'énoncé. Un vieux berger dit à sa femme: « Lorsque je mourrai, je désire que l'aîné de mes fils dispose de la moitié de mon troupeau, que le cadet dispose du tiers de mon troupeau, et que le dernier fils dispose du 9e du troupeau. Lorsque le berger décède, il dispose de 17 moutons. Ses fils ont beau essayer de chercher une solution, en vain, ils n'arrivent à en trouver aucune sans avoir à dépecer des moutons. Pourtant, un vieil ami du père, berger également, trouve la solution. Quelle est-elle? Ah, Maximilien, cette énigme fait appel à la fois à la logique et à l'intuition, j'imagine. En effet. Tout dans son intitulé a une importance, exactement comme les affaires que nous traitons. Bon, dans cette histoire, je devine 2 indices. Le premier est d'ordre mathématique. 17 est un nombre premier, il est donc impossible de le diviser. Le second est d'ordre plus intuitif. Vous m'avez bien précisé que l'ami du père était berger. Eh bien, je vois que vous faites preuve de rigueur et que vous prenez du recul. Vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, faisons preuve d'imagination. Mais dites-moi, Maximilien, vous ne seriez pas en train de chercher à m'endormir en me faisant compter des moutons? Vous vous amusez? Ce jeu vous plaît? Alors, avez-vous une solution à me proposer? Je pense que oui. Voyons, l'ami du père est berger. Il possède donc des moutons lui aussi. Afin de procéder au partage et d'éviter à une de ces bêtes de finir en morceaux, imaginons que l'ami du père prête un de ses moutons pour le comptage uniquement, bien entendu. Est-ce possible? Oui, pourquoi pas. C'est un ami de la famille. Nous passons donc de 17 à 18 moutons. Sachant que ce dernier mouton ne peut être donné. Certes. Nous voici devant une équation beaucoup plus simple à résoudre. Le premier fils reçoit la moitié de 18 moutons, soit 9 moutons. Le cadet, le tiers, soit 6 moutons. Et le dernier, le 9e, soit 2 moutons. Si j'additionne ces chiffres, 9 plus 6 plus 2, j'obtiens 17. Le compte y est, très cher. Et nous pouvons rendre le 18e mouton à l'ami du père. Eh bien, bravo, le mari. Je m'incline devant votre sagacité et votre intelligence d'esprit. Ah, je vous avais dit que j'étais un amateur éclairé. Mais dites-moi, Maximilien, où voulez-vous en venir avec cette énigme? Là où je veux en venir, c'est que, contrairement à une idée reçue, ici à la Cour des comptes, nous n'appliquons pas une mathématique de compte, mais bel et bien une mathématique d'esprit. Et pensez-vous que celle-ci nous permettra de nous adapter aux nouveautés? C'est sur notre modernité qu'il faut miser. D'ailleurs, notre installation récente ici au Palais Cambon nous met sur la bonne voie. Je vous remercie pour votre énigme. Mais il se fait tard et je vous dis à bientôt. On va dépasser, hein. Ma femme me dit que je sens la naphtaline et le papier quand j'en pousse.
Elias à compter, moi. Bonne charge de travail. Petite dame, bonjour. Lucien, moi j'apporte ce dernier chariot à ces messieurs de la deuxième chambre et je te rejoins par t'écouter et chanter. On prendra l'air de la dernière fois, la gaguette dimanche. Cette liasse, elle n'a rien à faire là, c'est pour la bonne référence. Comment tu sais ça? C'est que je suis observateur et depuis de nombreuses années, je travaille comme convoyeur à la cour, j'ai tout appris sur la nomenclature. Et tu connais des mots savants? C'est que, messieurs, dames, tous ces papiers, ces documents que l'on appelle des liasses, occupent tous les espaces de la tour Chicago. Il y en a des centaines de mille, répartis dans les niches à béton situées dans tous les étages. Et il en arrive tous les jours, et parfois au monde entier. Elles nous viennent de toutes les fonctions publiques. Les ministères, les chambres, les départements, les mairies. Et Lucien, joue-nous le ballet d'Elias qui arrive tous les jours. Reprenons si vous le voulez. L'Elias comporte des bordeaux. Et les bordereaux contiennent des enveloppes de couleur. Tenez par exemple, les enveloppes bleues, c'est pour les dépenses du mois. Les enveloppes rouges sont réservées au ministère. Et les enveloppes blanches sont des récapitulatifs. Vous voyez, tout ça, c'est coloré. Mais dis-moi, mon Lucien, tu nous joues l'air de la gaguette de dimanche? Allez, j'ai compris. Je vais venir te rejoindre pour pousser la chansonnette. Et vous autres, sachez ceci. Ici, à la Cour des comptes, tout est réglé comme du papier à musique. Et Lucien et moi, la musique, ça nous connaît. Je dois dire qu'il y a quand même un certain confort ici, hein, et ça, c'est plutôt sympathique. Alors merci beaucoup à vous, messieurs les magistrats, c'est promis, on essaiera de revenir faire un petit tour. À très bientôt.